Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'organigramme et différentes positions de travail dans les compagnies industrielles de transformation. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, nous avons un peu parlé de l'organigramme des compagnies de fabrication électronique et nous avons aussi vu combien ces positions-là payaient dans le marché de l'emploi. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment les positions de travail sont reparties dans les compagnies industrielles de transformation. Et bien avant ça, je vous avais dit au début que l'industrie de transformation était ces grands ensembles-là qui regorgeaient les commerciaux et les résidences. Parce que c'est les industries qui fabriquaient, qui transforment la matière première en produit fini. Donc, là-bas, c'est plus grand. Là-bas, c'est plus grand. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'était les résidences et les commerciaux. Et je tiens à rappeler ceux qui sont dans les zones francophones, pour ces positions de travail, ceux qui sont au Canada ou bien en Europe, vous pouvez juste traduire ces positions de travail-là en français et ça pourra vous servir là-bas dans l'obtention de l'emploi aussi. Et aussi, j'aimerais encore vous rappeler que les positions de travail que je vous ai données la dernière fois, pour ceux qui vivent aux États-Unis, ça ne valent pas le même prix dans chaque État. Parce que tous les États ne sont pas égaux aux États-Unis. Il y a des États où le coût de vie est plus élevé. Si vous allez dans ce genre d'État-là, peut-être que c'est 2 fois plus que ce que vous avez vu la dernière fois. Il y a des États où le coût de vie est moyen. Donc, ça dépend de l'État où vous vous retrouvez. Et en fonction de cet État-là, vous pouvez avoir une idée de combien ça peut payer là-bas. Je tiens à préciser que si je fais ces présentations, c'est pour que vous puissiez vraiment avoir une idée et vous pouvez connaître l'endroit où vous êtes en train de partir. Savoir comment les positions de travail sont reparties dans ces sociétés-là. Savoir aussi que si je commence peut-être plus bas, il faudrait que je monte, que j'arrive à ce niveau. Parce qu'il y a plein là-bas, plein de personnes qui travaillent dans ces sociétés-là, dans ces industries-là, qui n'ont aucune idée de l'organigramme. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils se contentent juste de leur petite position là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous montrer ça. Pour vous faire rêver et vous montrer aussi combien ça paye. Peut-être si vous avez commencé plus bas, vous pouvez commencer à grimper parce que les gens grimpent là-bas. Là-bas, c'est comme l'armée. C'est le mérite là-bas. Alors, les gars, sans plus tarder, on va regarder dans la présentation que j'ai prévue pour vous. C'est parti. Alors, la famille, dans cette présentation, nous allons donc voir l'organigramme et le rôle de chaque position de travail dans les industries de transformation. Sachez que les industries ici de transformation sont celles-là qui transforment la matière première en produit fini. Et ça peut être n'importe quelle matière première, par exemple les VA en caoutchouc, le bois en papier, ça peut être des industries qui transforment, qui font les boîtes de conserve ou bien les jus de fruits, donc plein d'industries, les plastiques, plein d'industries. Bon, ici nous allons voir un peu comment les positions de travail sont reparties dans ces industries-là. Alors, la première position de travail qu'on retrouve dans ces industries, ça s'appelle le Generalist Maintenance. Le Generalist Maintenance ici, en français, c'est la maintenance générale. Lui, il est chargé surtout de faire les petits bricoles dans l'industrie. On les appelle encore les handymen. Je crois qu'en français, on les appelle les tâcherons. Ils sont plus chargés de faire le déménagement dans les différents bureaux. Peut-être si quelqu'un va aller d'un bureau A à un bureau B, ce sont eux qui déplacent les fournitures dans ces bureaux-là.
Ils sont aussi chargés de faire les assemblages des fournitures qui viennent dans les cartons. Ce sont eux qui assemblent les fauteuils, les tables, les bureaux, ils installent. Ils font aussi un peu l'entretien au niveau de la propriété, ils s'occupent aussi beaucoup de l'entretien au niveau de la propriété de l'industrie. Par exemple, quelqu'un peut faire une erreur avec sa tasse de café et salir peut-être la moquette. Ce sont eux qui viennent nettoyer la moquette ou bien ils arrangent ou ils enlèvent une partie de la moquette. Ils peuvent aussi ils font aussi la peinture. On peut avoir une partie de la peinture qui est sale dans une industrie. Peut-être que quelqu'un en passant là a versé sans s'en rendre compte un liquide sur la peinture. Ce sont eux qui reviennent, ils badigeonnent la peinture et rendent ça propre. Ils font aussi, bref, ils font ces petits bricoles-là pour entretenir la société, que la société puisse avoir un très bon reflet au niveau de la propriété. Ils font aussi la propriété externe. C'est-à-dire souvent ils lavent les murs, ils lavent les portes avec des appareils. Il y a un appareil qu'on appelle le pressure washer. Ils le font aussi. Donc bref, ici, c'est un travail, ils font un peu de tout. Ils font un peu de tout. Donc eux, on les appelle les maintenanciers généraux. Et la deuxième position de travail ici, c'est Electrical Residential Maintenance. Electrical Residential Maintenance, eux, ce sont les électriciens. Ce sont les électriciens des résidences. C'est-à-dire toute l'électricité qu'on a dans les maisons, il doit être capable de le faire. Il doit être capable de faire les installations électriques. Il doit être capable de changer les lampes. Il doit être capable de changer une prise ou bien un interrupteur. Parce que je vous avais expliqué la dernière fois que dans les industries, dans ces grandes industries-là, vous avez les bureaux là-bas qui sont comme les maisons. Par exemple, le bureau d'un directeur général dans une industrie, c'est tout un appartement. Il a un salon, il a une salle à manger, il a une cuisine, il a un frigo, il a une salle de bain, il a même une chambre à coucher où il peut se reposer. Donc, vous allez retrouver pratiquement tout ce que vous avez dans la maison dans ces bureaux-là. Bon, lui, surtout, il est chargé maintenant de remplacer les lumières dans les industries. Quand les lumières se grillent, les ampoules, il change. Quand on veut peut-être ajuster un nouveau bureau quelque part, ce sont eux qui vont faire l'installation électrique dans ce bureau-là. Installer les prises, installer la lumière. Donc, ils sont très importants aussi dans les industries. Ils font juste la maintenance résidentielle. Ils font juste l'électricité résidentielle. Et on a encore une autre position maintenant qui est après eux. Ça s'appelle Electrical Industrial Maintenance. Ça, ce sont maintenant les électriciens industriels. Les électriciens industriels, je vous avais dit la dernière fois que ils sont un peu plus gradés que l'électricien résidentiel. Ceux-ci doivent plus travailler avec la haute tension, la très haute tension. Parce que je vous avais dit que le genre de courant qu'on utilise dans les industries, c'est pas la même chose qu'on utilise dans les résidences, dans les maisons. Là-bas, on utilise d'abord un courant triphasé. 220 volts triphasé, 380 volts triphasé, 480 volts triphasé, 680 volts aussi triphasé. Parce que les appareils des industries, les machines électriques qu'on trouve là-bas, consomment un courant très très élevé. Si bien que on a besoin de cette tension-là pour faire tourner ces appareils. Alors, ces électriciens, le premier sacrifice qu'ils doivent faire, c'est avoir une sécurité déjà sur eux, parce qu'ils travaillent avec une tension très élevée. Les bijoux, ils doivent commencer à éviter de porter les bijoux. Il y a surtout le bijou qu'on appelle l'or. L'or est un excellent conducteur de courant. Surtout quand vous travaillez dans les boîtes de contrôle, où vous avez la tension de 480 volts qui circule dans les boîtes de contrôle. Si vous ouvrez la porte d'une boîte de contrôle, d'un panneau de contrôle, et que vous avez les colliers d'or sur vous, le courant va vous frapper rapidement. Et vous pouvez tomber là, vous mourrez. Donc, vous devez d'abord vous débarrasser, quand vous travaillez dans les industries, vous débarrasser des bijoux. C'est la raison pour laquelle je ne porte pas les bijoux. Parce que je suis exposé à des courants très, très élevés. Et vous pouvez oublier un bijou sur vous et ça vous amène directement. Et cette position aussi, les entretiens sont très stricts parce qu'on veut être sûr que vous connaissez le travail. Parce que les gens meurent là-bas. Là-bas, c'est la très haute tension. On ne s'amuse pas, ça ne pardonne pas. Soit vous savez, soit vous ne savez pas.
Si vous ne pouvez pas le faire, dites que vous ne pouvez pas faire. Quelqu'un vient le faire. N'essayez pas si vous ne pouvez pas. La tension est violente là-bas. Alors, eux, ils sont là pour installer les machines électriques. Ils installent les machines électriques parce que quand une machine électrique arrive dans une industrie, elle n'a pas le câble, elle n'est pas connectée, elle n'a pas son câble de courant qui le connecte au niveau de la tension. Non. Elle vient vide. Donc, ce sont eux qui installent le câble. Et c'est eux maintenant qui installent les disjoncteurs, les coupes-circuits. On appelle encore les circuit breakers pour les machines électriques. Ils sont chargés d'installer aussi les moteurs. Ils sont chargés aussi de travailler dans les planeaux de contrôle, qu'on appelle encore les armoires électriques, pour remplacer les choses comme le contacteur. Un contacteur comme ça, et remplacer aussi, il doit être capable de remplacer un VFD, un conducteur de fréquence variable, dans les armoires électriques. Et il doit aussi être capable de travailler avec les transformateurs et les générateurs de tension. Ils font la maintenance préventive, la maintenance curative quand il y a un problème. On va voir une autre position. On a cette position aussi qui s'appelle le Building Automation. Building Automation, normalement, cette position n'est plus très importante dans la compagnie une fois que la compagnie a démarré. Mais souvent, on les garde là pendant un petit temps pour se rassurer que toute l'installation a été parfaite, a été bien faite. Parce que eux, c'est eux qui agissent donc, c'est eux qui interviennent quand on construit l'industrie. C'est-à-dire tout ce que vous voyez dans les industries là, les conveyeurs, les lignes de production, les armoires électriques, les robots, les HMI, tout ce que vous voyez comme appareillage dans les industries sont eux qui les installent au début de l'industrie, quand on construit l'industrie. Les building automation viennent avec leurs contrôle ingénieurs, les automation ingénieurs, ce sont eux qui font toutes ces installations-là. Donc souvent après l'installation, la compagnie peut embaucher une ou deux personnes pour assurer la maintenance des appareils qu'ils ont installés. Donc, eux, c'est leur rôle là. On va voir une autre position de travail. On a ici le mechanical technician. Le mechanical technician, il travaille plus avec les ingénieurs de mécanique. Donc souvent, ils sont là pour fabriquer les pièces mécaniques. Si une pièce peut-être est cassée ou bien endommagée, ce sont eux qui la fabriquent. Ils ont des machines là-bas, des machines spéciales pour fabriquer les pièces. Et après que l'ingénieur mécanicien a fini de dessiner la pièce, ils vont fabriquer la pièce dans les machines et ramènent. Ils font aussi plus les assemblages, ils font plus les assemblages des équipements. Donc, eux, ça, ils nous intéressent pas trop. C'est vrai qu'ils sont dans la maintenance, mais moi, je n'aime pas trop la mécanique. On a une autre position de travail. Eux, ce sont les automation technicians. Le automation technician, lui, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est d'intervenir maintenant là où il y a les robots. Dans toutes les compagnies qui ont les robots, sachez qu'il y a plusieurs types de robots. Il y a les ABB robots, et ces robots, c'est différencié toujours par leur couleur. Il y a peut-être les robots qu'on appelle ABB, c'est soit blanc, orange. Il y a Kuka. Kuka, je crois que c'est blanc, orange aussi, ou bien c'est jaune. Il y a peut-être Fanuc. Fanuc, c'est soit jaune, noir. Il y a encore Yaskawa. Il y a d'autres robots, les Omron. Il y a même, je pense, Toshiba. Il y a Siemens. Donc, il y a plusieurs robots. Lui, il est chargé d'assurer que le robot fait son travail. Donc, quand le robot plante, parce que souvent le robot peut être en train de fonctionner, après il plante, il ne bouge plus. C'est lui qui est chargé d'aller configurer le robot, le redémarrer et le ramener à la position initiale qu'on appelle le home position. Il doit aussi être capable de lire le programme du robot qu'on appelle le ladder logic programme. Ça, c'est le langage du robot. Il doit être capable de modifier un programme. Il doit être capable de modifier le programme des robots, de modifier un programme. Et c'est lui aussi qui est capable maintenant de changer les tools des robots. Quand le robot veut changer de forme de travail, quand le robot veut changer la façon de travailler, parce qu'il y a les robots qu'on programme, par exemple, de 8 heures à 10 heures, on lui demande de ramasser les choses de la droite, il amène ça à gauche, de la droite vers la gauche.
et on dit peut-être de midi à 14 heures de ramasser du bas vers le haut, le bas vers le haut. Et il faut changer maintenant les tools. C'est lui qui doit le faire. Donc, il est plus chargé maintenant dans il doit surveiller, il doit faire en sorte que la production des robots est fluide. Il travaille aussi dans les armoires électriques, des fois. On a une autre position de travail. Il s'appelle Electrical Control Technician. Electrical Control Technician, eux, ils travaillent plus dans les armoires électriques. Quand vous ouvrez une armoire électrique, qu'on appelle le panel control, tous les composants que vous voyez là-dedans, les accessoires, ce sont eux qui installent ça. Il doit être capable de dépanner un problème dans une armoire électrique. Changer, il faut aussi la même chose, changer un VFD, remplacer, le configurer, changer un contacteur dans l'armoire électrique, changer même le moteur, installer aussi un moteur. Il travaille plus avec le automation technician. Les deux là travaillent ensemble parce qu'il doit être capable aussi de lire le programme des robots. Il doit être capable souvent aussi de programmer, de concevoir un programme, mais ce n'est pas trop son rôle de concevoir un programme. Mais il doit savoir comment ça se passe. Et il faut aussi les connexions réseau. Il doit maîtriser le réseau Internet, le réseau networking. Donc lui, c'est le Electrical Control Technician. On a une autre position de travail maintenant. C'est le HVAC Technician. Le HVAC Technician, ça veut dire c'est le Heat, Ventilation, Air Conditioner. Donc, il s'occupe plus du chauffage et de la climatisation. C'est ce que vous appelez souvent froid et climatisation. Parce que les sociétés là, les industries fonctionnent avec la clim. Pendant l'été, ça chauffe tellement que la clim doit marcher. Quand il y a un problème de clim dans un bureau, ce sont eux qui interviennent. Et pendant l'hiver, ils doivent se rassurer que le chauffage marche. Quand il y a un problème de chauffage, c'est eux qui interviennent. Donc ça, ici, nous sommes encore dans le domaine des techniciens. On va maintenant attaquer le domaine des ingénieurs. On a maintenant le premier ingénieur qui intervient ici, c'est l'ingénieur de maintenance. L'ingénieur de maintenance, ça, c'est celui-là qui sort directement de l'école. Il a été formé là-bas pendant 4 ans. Il devient ingénieur de maintenance. Quand il arrive dans la société, il n'a pas vraiment une bonne expérience professionnelle sur le terrain. Sur le terrain, il n'a pas l'expérience. Bon, il n'a que la théorie dans la tête. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on le laisse travailler avec les électriciens de maintenance. On le fait aussi travailler avec les électriciens résidentiels. Il doit travailler avec tout ce monde qui est en dessous là pour connaître maintenant le travail. Mais c'est lui qui prend la décision à la dernière minute parce qu'il y a souvent des cas là-bas où ces techniciens-là ne savent pas comment faire pour prendre une décision. Par exemple, le cas d'un disjoncteur qui brûle. On vous appelle que dans tel endroit, il y a un disjoncteur qui a pris feu. On n'arrive plus à identifier le calibrage peut-être des fusibles ou bien l'ampérage que le disjoncteur là devait prendre. C'est lui qui est chargé maintenant de faire des calculs, sachant que le disjoncteur alimentait telle machine. En fonction de la machine, il peut repérer maintenant, il peut remonter et retrouver maintenant le bon calibre du fusible qui va dans le disjoncteur ou le coupe-circuit. Donc, lui aussi, il est chargé d'assurer les maintenances préventives, de répartir tous ces gars au travail au niveau de la maintenance préventive. Les maintenances préventives, là-bas, il y a son le gros générateur de puissance. On appelait son le groupe électrogène, qui est là-bas, qui doit fonctionner en cas de coupure électrique. On doit se rassurer que le groupe électrogène marche et qu'il n'a aucun problème. Il y a aussi les transformateurs de puissance. Il y a les lampes, les lampes d'urgence. On doit se rassurer que les lampes d'urgence marchent. Donc, tous ces électriciens-là, normalement, ils travaillent tous ensemble. Mais quel est le jeu qui se passe là? Le jeu qui se passe est que quand il sort de l'école, on lui dit tu es ingénieur, mais on va le considérer comme un technicien. Souvent, on le paye même, il est payé la même, c'est-à-dire il a le même salaire que les techniciens-ci. Et ces techniciens-ci gagnent plus que lui parce que les techniciens-ci ont les heures supplémentaires. Lui, il est sur salaire. Son salaire ne bouge pas. Mais ce qu'on fait, c'est que on doit lui réapprendre le travail. Il doit retravailler sur le terrain. C'est la raison pour laquelle il doit faire profil bas avec ces gars-là.
Parce que ces gars-là, c'est les gars qui n'ont pas fait des longues études. C'est les gars qui ont été formés dans le tas. C'est les gars qui ont eu des petites formations, peut-être de certificats, ou bien ils ont peut-être fait 1 an ou 2 ans de formation en électricité, ou bien en automatisme. Donc, ils n'ont pas cette éducation-là, ils n'ont pas approfondi l'éducation. Donc, ce gars-là doit dealer avec eux. Et la plupart des gars-là, c'est les gars qui ont un langage ordurieux. Ils ne peuvent pas prononcer 2 mots sans prononcer le F-word. La plupart même, c'est les gars qui sortent de prison. C'est les gars qui fument l'herbe. Donc, quand tu deals avec ces gars-là, il faut vraiment faire profil bas parce que souvent, ils sont mal intentionnés. C'est juste pour donner le conseil à ceux qui vont travailler comme ingénieur de maintenance. Sachez qu'on va vous mettre avec ces gars-là. Si vous n'avez pas l'expérience professionnelle, c'est donc après qu'on va vous noter. On verra donc comment vous enlever là-bas pour vous donner une autre position. Alors, il y a une autre position qui intervient. Cette position, c'est l'information technologique. On appelle encore souvent le IT. Le IT ici, c'est un autre département de l'informatique. Là-bas, ils ont les ingénieurs et les techniciens dans leur département. Ils s'occupent plus de l'informatique et l'industrie. Dans ce département-là, vous allez trouver ceux qui font le réseau, qui sont dans le networking. On appelle souvent les NOC, Network Operating Center. Ils sont là-bas. Vous allez trouver maintenant ceux qui font le DBA, le Database Administrator, qui travaillent pour la compagnie. Vous allez trouver ceux qui font le Cyber Security. Vous allez trouver ceux qui font le Software Development, qui développent les logiciels pour la compagnie. Vous allez trouver ceux qui développent, qui font l'entretien de la page Internet. Vous allez trouver ceux qui font maintenant la maintenance informatique, ceux qui remplacent les ordinateurs gâtés, les disques durs et qui font les installations des logiciels. Bref, c'est un autre domaine qui ne nous intéresse pas. Mais nous sommes formés, le domaine où nous sommes formés ici, c'est au niveau du réseau et au niveau de la maintenance des ordinateurs. Parce que les ordinateurs interviennent dans les robots et les ordinateurs interviennent maintenant dans l'automatisme. Alors, on a une autre position de travail, electrical engineer. Electrical engineer, ils sont plus ça aussi dans l'innovation, ils font plus la conception, ils font plus dans les dessins. Les designs, peut-être ils dessinent les pièces de la compagnie. Bon, eux, ils nous intéressent pas trop. Bon, souvent, ils interviennent un peu, ils travaillent souvent de temps en temps avec les ingénieurs, avec les électriciens, avec les techniciens industriels, les électriciens en industrie. On a maintenant une autre position. Celle-là, c'est les positions où on commence à devenir sérieux. Electronic Industrial Engineer. C'est dans cette position que cette position, c'est que la folie commence à monter dans la tête. C'est-à-dire, vous commencez à devenir cinglé. Si vous n'avez jamais attrapé la folie et vous n'êtes pas concentré, c'est cette position-là qui rend souvent les gens fous. Qu'est-ce que celui-là fait? D'abord, je vous avais fait comprendre que lorsqu'on était en train de voir l'organigramme des consumer électroniques, des appareils, des compagnies qui fabriquaient le matériel électronique, je vous avais fait comprendre qu'ils s'arrêtaient à Electronic Repair 2 et que ce sont ces gens-là qui avaient souvent les shops au bord de la route là, qui arrangeaient les télés, qui arrangeaient les ordinateurs. Et ce sont les Electronic Repair 2. Ils font dans la maintenance résidentielle. Mais ici, la position si Electronic Industrial Engineer, c'est la dernière position au niveau de l'électronique, au niveau de la maintenance électronique. Parce que eux, ils doivent être capables de tout arranger en question d'appareils électroniques. Ils n'ont pas besoin de schémas. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de plans. Ils n'ont pas besoin de schémas. Souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils arrangent. On peut apporter, donc, eux qui arrangent dans les appareils comme ça, je vous ai montré le prix d'un appareil. Quand un appareil comme ça tombe en panne, le blanc ne le jette pas. Ils demandent qu'on l'arrange. Ils doivent l'ouvrir, le dépanner, et changer les pièces à l'intérieur, et le reconfigurer, et l'installer, et afin qu'il marche. Ils arrangent les appareils comme ça, c'est les mêmes appareils. Ça, c'est un VFD aussi. Et parmi les VFD, il y en a plusieurs. Lui, c'est un Allen Bradley, PowerFlex Allen Bradley. Celui-ci, c'est un PowerFlex 525. Vous avez les DFD, Yaskawa, vous avez les Omron, vous avez les Siemens,
vous avez les VFD encore, Toshiba, Télématique, ils sont plusieurs. Donc, c'est l'électronique industrielle qui doit être capable d'arranger tout ce qui est comme électronique dans l'industrie. Dans les industries, vous avez souvent des grosses machines. Une machine comme celle-là peut avoir plus de 15 cartes électroniques à l'intérieur. On vous montre les cartes électroniques, une machine comme celle-ci. On dit qu'elle sort par exemple une machine. On vous fait comprendre que c'est la carte là qui est gâtée. On remet ça à l'électronicien industriel. Souvent, il regarde, il dit qu'il n'y a aucune panne à l'intérieur. Et on lui fait comprendre qu'il y a la panne. Il doit démontrer que la carte n'a pas un problème. Mais c'est un travail qui chauffe la tête aux gens. C'est un travail fou. La plupart des gens qui font ce travail-là, s'ils n'ont pas reçu une très bonne formation au départ, ils pètent des plombs. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université à la Polytechnique, on faisait un cours d'électronique là qu'on appelait Embedded Electronic. Et c'était une femme qui était mon professeur. Avant qu'on ne commence le cours chaque matin, on faisait souvent des séances de méditation. 15 minutes de méditation. Et un jour, je lui ai demandé mais pourquoi on fait tout ça? Elle a dit que tu feras ça plus tard. C'est pour ramener l'esprit à la tranquillité. On faisait des séances d'inspiration, respiration très forte et on méditait. Les gens qui font ce boulot, la plupart sont célibataires. La plupart de ces gens-là n'ont pas de femmes. Il y a même d'autres que même les animaux là, ils ne supportent même pas. Ces gens qui parlent seuls, à un moment, ils commencent à crier, ils commencent à parler seuls, ils commencent à rire. Mais au niveau du travail, il fait son travail sans problème. Mais il n'est plus sociable avec les gens. Les animaux, même, il ne peut plus garder les animaux. Les animaux le fuient dans la maison. Sa femme, alors, n'en parlons pas. La plupart, ils sont célibataires. Parce que ici, ton travail est tout le temps, tu as un défi à relever. Tu travailles avec les choses que tu n'as jamais vues, que tu ne connais même pas. On peut t'apporter une grosse carte, une machine, on te dit que cette machine est une partie du satellite. Repasse ça. Tu dois chercher à comprendre. Tu n'as aucun schéma. Tu peux être comme ça, on te dit qu'il y a un bateau qui est calé au Bahamas. Voici la carte du bateau. C'est celle-là qui fait en sorte que le bateau ne fonctionne pas. Repasse ça. Tu regardes. Tu dis qu'il n'y a aucun problème ici. On te dit qu'il y a le problème, tu commences à ajuster au téléphone avec le type qui t'a envoyé, c'est qu'il y a le problème. Là, tu dis qu'il n'y a pas. Souvent, on te demande que bon, viens donc nous montrer le problème. Tu arrives là-bas, tu regardes, tu dis que voici le problème ici. Donc, ils doivent maîtriser, ces gens-là doivent connaître l'électricité industrielle, l'électronique résidentielle. Ils doivent faire l'automatisme aussi, parce qu'ils travaillent aussi avec les robots. Même quand le robot tombe en panne électronique, ils doivent être capables d'arranger ça. Et au niveau maintenant des races, à partir de là, il n'y a même plus les noirs. Non, les noirs disparaissent là. Toutes les positions qui vont monter là, il n'y aura plus les noirs. C'est ça. Là maintenant, vous trouvez les Américains. Vous trouvez maintenant les Japonais. Parce que même en Asie, c'est pas toutes les races asiatiques qui sont là-bas. C'est les Japonais. Vous trouvez les Russes. À partir d'Electronic Industrial Engineer. Et les positions qui montent. Il y a une autre position là après ça, qui est Electrical Control Engineer 1. Voilà. Electrical Control Engineer 1, lui là, il doit être capable de faire le travail de tout le monde qui est en bas. Il doit être capable de faire le travail d'Electrical Industrial Maintenance, Automation Technician, Electrical Control, Building Automation. Il doit aussi faire Electrical Residential. Mais lui, il est un peu là comme le superviseur. C'est le superviseur de cet ingénieur de maintenance. C'est lui qui lui donne les ordres. Celui qui donne à l'ingénieur de maintenance les ordres. Celui qui fait même souvent les entretiens d'embauche. Quand on embauche les techniciens. C'est lui qui décide que non, tel technicien, on ne peut pas le prendre. Il doit encore le prendre. Parce que là-bas, il n'y a pas le favoritisme là-bas. On ne favorise pas les gens là-bas. Si tu ne maîtrises pas, on ne te prend pas. Parce que les gens meurent là-bas. Les gens meurent là-bas à cause des petites fautes, des petites erreurs. Le courant est très violent, le courant ne pardonne pas là-bas. Ce sont eux qui sont chargés de faire maintenant les interviews, des entretiens d'embauche.
Ils ont tous les plans électriques. Ils sont eux qui interviennent quand tout le monde n'a pas trouvé là où le problème se trouvait. Il est maintenant secondé par quelqu'un d'autre qui est Electrical Controller Engineer 2. Electrical Control Engineer 2, il fait pratiquement la même chose aussi. Mais lui, il a plus d'ancienneté que celui qui est le 1 là. Et pour passer Electrical Control Engineer 2, après le diplôme d'ingénieur, tu dois avoir un autre certificat qu'on appelle le PE, Professional Engineer. Or, pour devenir maintenant Electrical Control Engineer 1, tu dois avoir un certificat qu'on appelle le FE, Fundamental Engineer, l'ingénierie fondamentale. Et lui doit avoir le certificat de l'ingénierie professionnelle. Donc lui aussi, il fait pratiquement tout le boulot qui est en bas là, parce qu'il a plus d'expérience, il a l'éducation. Celui qui garde les schémas techniques. Souvent même, il est aussi capable d'installer les industries électriques, de choisir les appareils dans les industries électriques. Et en fait, donc, on a une autre position qu'on appelle le Senior Electrical Control Engineer. Lui, c'est le magicien de l'industrie. Quand vous arrivez dans une industrie, tout ce que vous voyez là, c'est lui qui dessine ça. Il dessine ça. Il est là à la création de l'industrie. Comment on crée l'industrie? Avant que les employés n'arrivent dans les industries, lui, il est déjà là. Il commence à travailler. Il travaille plus avec les builders, les gens qui font building automation. Parce qu'il les contrôle pendant l'installation. Parce que c'est lui qui choisit les machines, celui qui commande les machines, celui qui parle avec les fabricants des machines. Il donne des configurations aux fabricants des machines, le genre de machines qu'on veut pour la société. Si bien que lorsque la compagnie démarre, il ne travaille plus. Il contrôle seulement. Mais vous pensez qu'il ne travaille pas, mais il est là, il sait tout ce qui se passe. Il vient contrôler, lui et l'Electrical Control Engineer, tout. Contrôle le travail de tout le monde quand ils sont déjà partis. S'il y avait peut-être un travail que les électriciens devaient faire, peut-être qu'ils devaient installer peut-être une ligne électrique qui devait alimenter peut-être 2 machines. Une fois qu'ils ont fini et le maintenancier, l'ingénieur de maintenance a dit que c'était bon, tout le monde rentre, eux, ils partent là-bas maintenant par derrière, aller regarder si ça a été bien fait. Donc, ils contrôlent tout. Il contrôle tout. C'est lui qui fait donc les recrutements. C'est lui qui choisit les gens, les profils des gens dans les sites de travail. Il dit que j'ai besoin de ce type-ci. J'ai besoin de celui-là. Il donne les instructions à l'Electrical Controller Engineer 1 et le 2. Il dit qu'allez m'interviewer les gars. Il donne les notes. C'est lui maintenant qui doit signer si on doit augmenter le salaire. Il est très important dans la compagnie. Après lui, c'est le président directeur général. Il n'a que les ordres de notre président directeur général. C'est-à-dire l'industrie est posée sur sa tête. Alors, il y a une autre position que j'ai oublié aujourd'hui de mentionner, mais je l'ai mentionné à la fin. C'était Automation Engineer. Automation Engineer, cette position-là, lui, c'était le patron des Automation Technician. Il travaille avec les gens Automation Technician, il travaille avec les Electrical Control Technician, il travaille aussi avec les électriciens de maintenance industrielle. Qu'est-ce qu'il fait? Celui maintenant qui dessine les programmes des robots. Il fait le design des programmes des robots. Il doit connaître tous les logiciels des programmes des robots. Il doit travailler avec Siemens. Il doit travailler avec les produits de Allen Bradley. Relais logique 5000, Studio Vision. Il doit connaître Studio. Il doit être capable de programmer ces robots. Il doit aussi être capable de les dépanner. Il doit maîtriser le réseau. Il doit être capable maintenant de programmer le HMI. Le HMI, c'est un autre genre de machine. C'est comme une tablette. On les programme. Les tablettes là, il y a un certain langage. Ça vient avec un langage, un logiciel qu'on appelle le Factory Talk. Lui, il doit programmer ces tablettes-là. On les installe souvent partout dans les industries. C'est-à-dire, vous pouvez juste appuyer un bouton, le robot démarre. Vous pouvez appuyer un bouton, la porte se ferme. C'est lui qui dessine tous ces programmes-là. Donc, lui, celui qui peut commander les robots à distance, il doit maîtriser aussi tous les robots, comment tous les robots fonctionnent. Donc, retenez que la dernière position,
C'est le Senior Electrical Control Engineer. C'est la dernière position dans les industries. C'est le maître. Donc les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo qui suivra, ne la ratez pas. Je crois que ça sera la dernière présentation. Je viens donc vous montrer les salaires de tous ces gens-ci. Et retenez une chose. Lorsque je vous envoie ces présentations, c'est pour vous donner déjà une idée de comment ça se passe dans les industries. Pour que vous n'allez pas là-bas, vous n'allez pas là-bas comme les aveugles. Il y a plein de monde, tous ces gens qui travaillent dans ces industries-là n'ont même pas l'organigramme, ne savent même pas comment ça se fait. Les boulots sont repartis là-bas. Et ça vous permet aussi, si vous avez commencé comme generalist maintenance, vous pouvez monter électricien de maintenance et puis vous pouvez monter building. Donc, ça vous permet de savoir comment les compagnies sont reparties. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Je viens donc vous montrer combien ces gens-là gagnent. Vous allez donc voir l'argent. Et vous allez donc arrêter les commentaires qui disent souvent que c'est à l'hôpital qu'on fait plus d'argent. Vous allez donc voir combien ces gens s'y gagnent. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Partagez. Après celle-ci, après la prochaine vidéo, on va commencer directement les pratiques. Alors, les gars, ciao. Que Dieu vous garde. Bye bye.